Salut à tous et bienvenue dans le Vertical Podcast. Aujourd'hui, flash numéro 14, je vous parle des cotations et de leur importance ou non pour votre progression personnelle. Et tout d'abord, du coup, comme c'est le premier podcast de l'année 2025, je tenais à vous souhaiter plutôt une excellente année 2025, plein de progression, plein de réalisations. La santé, la progression et pas de blessures, c'est le principal selon moi. Du coup, pour les cotations, en termes de sommaire, je vais passer hyper rapidement. Je vais d'abord définir ce que c'est une cotation, revenir à la base. Ensuite, les facteurs limitants des cotations. Qu'est-ce qui fait que telle ou telle cotation est plus dure qu'une autre. Mon avis sur le système de couleurs en salle pour la progression. Ensuite, mon avis sur les system boards pour combler ces gaps, j'ai noté. Parce que du coup, vous allez voir, il y a des très gros gaps des fois entre les couleurs dans les salles. Et comment est-ce qu'on peut passer d'un gap à l'autre. Souvent c'est la problématique de beaucoup de grimpeurs, si ce n'est de tout le monde en fait. Et ensuite du coup je vais parler aussi des cotations en extérieur, parce que souvent c'est pas forcément les mêmes facteurs limitants qu'en salle, encore plus avec les ouvertures modernes. Et enfin, je vous parlerai de comment passer à la cotation supérieure, tout simplement. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement quand on est grimpeur par exemple de 7A pour réussir à grapper un 7B, tout simplement. Et comme d'habitude, à la fin, je répondrai à vos questions. Donc là, j'en ai 3 qui sont assez intéressantes. Et du coup, je commence tout de suite dans le vif du sujet. Donc, définition d'une cotation. Donc du coup, la base de la base, qu'est-ce que c'est une cotation ? C'est tout simplement une échelle de difficulté qui est censée indiquer au grimpeur si oui ou non un bloc ou une voie ou peu importe quel autre passage est difficile ou non comparé à un autre, tout simplement. Et c'est vraiment ça qui est important, c'est le comparer à un autre, parce que comme c'est une échelle qui est subjective et que c'est vraiment censé être un consensus de plusieurs avis, c'est pour ça souvent qu'il y a des débats dans le haut niveau où on dit est-ce que ce bloc là il est vraiment 8C ou 8C+, ou quoi, parce qu'il n'y a eu que 2 ou 3 répétiteurs. Mais bon, à plus bas niveau, en général, il y a beaucoup plus de répétitions. Je dis une statistique au pif. Imaginons qu'il y ait un 7A à Fontainebleau qui a été répété 150 fois. Si les 150 grimpeurs, il y en a plus de la moitié qui disent que c'est 7A et un peu moins de la moitié qui disent que c'est 7A+, on peut dire, ok, c'est un solide 7A, voire même un 7A/+. Donc voilà, c'est juste une échelle, en fait, tout simplement, qui est censé vous dire si oui ou non tel ou tel passage est plus dur qu'un autre, pour éviter en fait en théorie que vous alliez dans quelque chose qui n'est pas de votre niveau, surtout par exemple en voie où ça peut devenir dangereux si vous vous engagez dans des passages qui sont trop élevés par rapport à votre niveau. En termes de sécurité en bloc en général ça pose pas trop de problème parce que si vous décollez pas du sol il n'y a pas trop de risque de blessure, mais en voie s'il y a une marge d'approche on va dire en 6B et qu'après ça devient un 8A, si vous n'avez pas le niveau 8A ça peut être très complexe et si vous n'avez pas pris le matériel etc. Enfin voilà. Je pense que c'est surtout pour ça, à la base, qu'il y avait des cotations. Et après, c'est toujours intéressant d'avoir une sorte d'échelle de difficulté pour se comparer, pour savoir qui est plus fort que qui. Parce que le sport, c'est quand même ça aussi. C'est une sorte de compétition où on a toujours envie d'être meilleur que les autres, ou alors meilleur que son ancien soi, que soi-même. Et donc, du coup, ensuite, moi, j'ai noté voir les cotations comme un pourcentage de réussite. C'est-à-dire que, imaginons dans votre salle, il y a un bloc qui est censé être coté 7C. Pour moi le 7C en lui-même il n'a pas trop de sens, c'est plus il y a combien de pourcents des gens qui grimpent dans cette salle qui vont être capables oui ou non de réussir ce bloc, et en général plus vous montez haut dans les cotations plus ce pourcentage il diminue. Ça pourrait être aussi une autre métrique qui permettrait de quantifier la difficulté d'un passage ou pas. Et ça pour le coup ce qui est cool c'est que par exemple en région parisienne la plupart des salles ont des systèmes comme Social Boulder ou quoi. Et c'est pour ça souvent qu'on dit que, par exemple, même dans une certaine échelle de cotation avec les couleurs, qu'il y a des rouges faciles, des rouges durs, des noirs faciles, des noirs durs. Ça, on peut le voir typiquement au nombre de croix qu'il y a sur un bloc, parce que souvent les passages ils sont poncés et tout le monde essaye de faire le bloc le plus dur possible à la séance. Donc s'il y a un bloc noir avec 400 croix, des fois on peut se dire est-ce que c'est un vrai bloc noir ? Est-ce que c'est... Enfin voilà, il y a souvent ce genre de réflexion qui arrive. Donc vraiment je pense qu'il faut voir les cotations comme ces deux trucs là, comme une échelle de difficulté qui vous dit si tel ou tel passage est censé être plus facile qu'un autre, ou comme un pourcentage de réussite. Ok, il y a, je sais pas, imaginons 1000 grimpeurs dans le secteur, combien sur ces 1000 grimpeurs qui éventuellement ont essayé seraient en théorie capables de passer ce truc là. Ça pourrait être aussi un autre moyen de coter les blocs en fait tout simplement. Et du coup ça amène un biais, c'est que plus le niveau global de la population grimpante augmente, plus les cotations, surtout en salle, ont tendance à être dures, ou sandbagged comme on dit, où en fait va y avoir un 7A, il y a beaucoup de gens qui vont le valider, et on va dire s'il y a beaucoup de gens qui valident ce 7A, c'est peut-être pas vraiment un 7A, ou c'est un 7A douille, ou c'est un 7A soft, alors que ça se trouve c'est vraiment un 7A, et c'est juste que les gens dans le secteur sont assez forts et ont tendance à se sous-évaluer. Enfin voilà, après on peut rentrer dans des débats qui peuvent durer 4 heures sur les cotations, mais donc voilà, je vais rester
sur cette définition-là. Et ensuite, je vais vous parler des facteurs limitants des cotations, comment on définit que tel ou tel passage est plus dur qu'un autre ou quoi, si ce n'est ce pourcentage de réussite des grimpeurs. Souvent, ça va être la taille des prises. En général, plus les prises sont petites, plus c'est dur. Ensuite, ça va être la distance entre les prises. Forcément, si vous devez faire un move de 50 cm ou un move de 80 cm, ça ne demande pas la même puissance, le même gainage, etc. Ensuite, ça va être la complexité des mouvements. Est-ce qu'il y a besoin d'une énorme mobilité, d'une énorme souplesse? Est-ce que il y a des positions bizarres qu'on ne retrouve pas dans d'autres blocs qui peuvent vraiment poser problème aux grimpeurs? Ça peut être une autre métrique. Et ensuite, j'ai noté la longueur du bloc ou de la voie. S'il y a un bloc de 5 moves et un bloc où il y a la même intensité de mouvement mais sur 10 moves, le bloc sur 10 moves est censé être au moins 2 fois plus dur que le bloc où il n'y a que 5 moves d'intensité similaire. Et ça, du coup, ça amène à un constat, surtout dans les blocs, j'ai envie de dire, de haut niveau, c'est que souvent, en fait, c'est des blocs d'une difficulté, on va dire, normale. Enfin, quand je dis normal, c'est pour le haut niveau. Donc, par exemple, on va dire, ok, c'est une approche en 8A+, sur 3 moves, puis un move de 8B, puis une sortie en 7C+, et en fait, ça s'additionne comme ça, et au final, vous arrivez à une cotation de, 8B/+. Et en fait, ça montre bien, en fait, que empiler des moves, ça augmente la difficulté du bloc, tout simplement. Et après, à partir de combien de moves on passe sur des traves, ou enfin sur des cotations traves ou des cotations de voix, enfin voilà, après il y a tous ces débats là aussi, mais moi je vais pas rentrer dans ces débats là. Parce que là, l'intérêt du podcast par rapport aux cotations, c'est de voir en fait comment on peut se servir des cotations comme outil de progression, en fait, tout simplement. Et est-ce que c'est vraiment important, les cotations en soi. Et du coup, ça me permet de faire la transition avec mon avis sur le système de couleurs en salle pour la progression. Et je pense en fait que ce système de couleurs, il est excellent pour les ouvreurs, en fait, pour leur laisser une plus grande flexibilité et qu'ils se prennent pas la tête à dire ok, est-ce que c'est un 6A, est-ce que c'est un 6A+. Non, ok, on sait que c'est un bloc rouge, c'est censé être entre 6A et 6B. Après, est-ce que si c'est un bloc rouge facile, un bloc rouge dur ou quoi, ça c'est à l'appréciation des grimpeurs qui vont grimper dessus. Donc je pense que d'un point de vue purement pratique, que ce soit en termes de diversité des prises, flexibilité en termes de l'ouverture, etc., je pense que le système de couleurs c'est un très très bon système. Mais par contre, là où ça devient un mauvais système selon moi, c'est que souvent le gap entre certaines cotations est beaucoup trop grand, et les cotations c'est pas linéaire. C'est-à-dire que si on prend les cotations Arcos par exemple, un bloc rouge ça va pas être 2 fois plus dur qu'un bloc bleu. Ça va être 1,5 fois plus dur. Par contre, un bloc violet, ça va être 3 fois plus dur qu'un bloc noir, subjectivement parlant, en termes d'intensité. Donc en fait il y a vraiment ce truc là où les cotations c'est pas quelque chose de linéaire, et en fait plus vous montez haut dans l'échelle de cotation, et plus souvent en fait limite faut multiplier par 2 l'intensité perçue de quelque chose pour passer à la cotation supérieure. Et ça du coup il y a plein de grimpeurs de haut niveau qui en parlent dans des interviews ou quoi, comme quoi je sais pas, par exemple à partir de 8A+, en bloc en tout cas, faire un 8B c'est 2 fois plus dur qu'un 8A+, que ce soit en termes de nombre de séances, d'intensité perçue ou quoi, faire un 8B+, c'est 2 fois plus dur qu'un 8B, etc. Et vous imaginez en fait que plus on monte, plus ça doit être exponentielle. Et je pense en tout cas qu'il y a une sorte de linéarité au moins jusqu'au 7A. Vraiment, au moins jusqu'au 7A, les cotations elles s'enchaînent de manière plutôt logique, où il n'y a pas des trop gros gaps entre les cotations. Mais par contre, arriver dans le 7A et plus, en fait souvent 7B ça va être 2 ou 3 fois plus dur qu'un 7A, ça dépend de la taille des prises, de la distance entre les prises, etc. Parce que si vous manque 30% de puissance pour passer un move en 7B, et que vous êtes dans le niveau 7A, en fait 30% de puissance ça peut être un an de progression sur de la puissance, donc ça peut être énorme en termes de gap de temps pour passer à la cotation supérieure. Et en fait du coup il faut comprendre les facteurs limitants, et pour si oui ou non en fait il y a des gaps entre les cotations de votre salle, et souvent ça vous allez vous en rendre compte, où en fait vous allez flasher quasiment tous les blocs d'une certaine couleur. Si je reprends les cotations Arcos, peut-être que vous êtes dans ce cas actuellement, où peut-être vous flashez plus ou moins tous les rouges de votre salle, et dès que vous allez dans les blocs noirs, vous vous faites un peu rouster, ou soit vous comprenez pas les méthodes, soit vous tenez pas trop les prises, et en fait vous comprenez pas pourquoi vous êtes autant à l'aise dans le rouge et si peu à l'aise dans le noir, alors que c'est censé être des cotations qui sont proches, alors que ça se trouve en réalité en fait il y a un gap énorme où les rouges c'est aller maximum 6B on va dire, et les noirs ça commence en théorie, je dis un truc au pif, peut-être à partir de 7A, et le gap entre 6B et 7A il est énorme. Et en fait du coup comment
on peut venir combler ces gaps, selon moi, c'est en utilisant des méthodes d'entraînement annexes, comme par exemple les system boards. Alors quand je dis des system boards, c'est la kilter board, la moon board, la tension board, peu importe, un spray wall où il n'y a pas forcément de cotation, où il y a vraiment toute prise et vous pouvez vous construire vos propres blocs. C'est là en fait où cet outil d'entraînement il va être hyper intéressant. C'est quand vous êtes à l'aise dans une certaine cotation dans votre salle et que vous avez du mal en fait à passer à la cotation supérieure. Faire du system board du coup, donc peu importe le type de board, ça peut être hyper intéressant en fait pour monter en intensité progressivement. Parce que même si vous ouvrez vos propres blocs, vous pouvez en fait faire des mouvements d'intensité max qui vont vous faire travailler votre force max en blocage, en tenue de prise, etc. Alors que si vous étiez allé directement dans des blocs noirs en étant à l'aise dans le rouge, peut-être que vous auriez juste pas tenu les prises. Et ça peut aussi vous dégoûter en fait, vous dire attends, je suis super à l'aise dans le rouge, je vais dans le noir, je bouge absolument pas, je comprends pas ce qui me manque. Et souvent en fait c'est juste un gap physique où en fait il vous manque 20% de force en tenue de prise et 30% de puissance, et si vous vous acharnez pour gagner ces pourcentages là et qu'après vous travaillez ça dans le mouvement en allant réaliser les blocs parce que maintenant vous avez la capacité de le faire, et en fait ça va progresser. Et là c'est hyper intéressant ce que je viens de dire, avoir la capacité de le faire. Et souvent c'est ça qu'on dit quand on fait des statistiques, par exemple il faut 1,6 de ratio en force d'OA pour faire du 7B, 1,8 pour faire du 7C, etc. En fait c'est vraiment les facteurs limitants des cotations, et ça va être en fait souvent soit un manque de blocage, un manque de tenue de prise, un manque de puissance, un manque de gainage, etc. Et en fait si vous cherchez à progresser sur ces métriques là, vous allez forcément progresser. Donc en gros, pour résumer, mon avis sur le système de couleurs en salle, il est assez positif au global, parce qu'en fait, une fois comment on sait s'entraîner, quand on sait comment s'entraîner et combler les gaps entre ces cotations via les system boards, en fait ce système de couleurs il est vraiment pas mal parce que ça donne une grosse flexibilité aux ouvreurs en termes de niveau dans lequel ils vont visser les prises. Et il faut aussi savoir, en fait, faut juste en être conscient en fait qu'il y a des très gros gaps entre les cotations, et typiquement dans certaines salles, les blocs noirs on va dire sont accessibles aux commandes des mortels, et les blocs violets c'est juste un niveau équipe de France par exemple. Et le niveau entre un grimpeur de 7A/+, on va dire qui commence à être à l'aise dans le noir, et un grimpeur de niveau équipe de France, la différence elle est stratosphérique, parce qu'on on arrive dans des niveaux de bloc où c'est minimum du 8B en termes de cotation de bloc, ou même pour les voies d'ailleurs, c'est beaucoup moins linéaire et ça devient de plus en plus dur de monter en cotation. Donc voilà, en fait, il faut juste savoir que y a des gros gaps en fait entre les couleurs, et que en fait combler ces gaps, pour combler ces gaps, vous allez devoir travailler sur votre physique, sur votre technique, etc. Mais que souvent en fait la majorité du gap vient du physique, dans le sens où si vous n'arrivez pas à tenir les prises dans la cotation d'au-dessus, vous avez aucune chance de faire les mouvements. Si vous faites pas les mouvements, vous faites pas les blocs et vous progressez pas, et du coup vous stagnez ad vitam aeternam. Donc vraiment il faut changer un peu de paradigme et se dire ok je stagne dans le rouge depuis 3 mois, je vais essayer de faire un peu de board, que ce soit du spray wall, que ce soit de la kilter, de la tension board, peu importe la board auquel vous avez accès, ou si c'est juste un spray wall, vous créez vos propres blocs, et si vous n'avez pas de spray wall, vous pouvez faire des variantes, vous pouvez faire des éliminantes dans des blocs faciles, vous pouvez faire il y a vraiment beaucoup de choses à faire en fait, mais l'idéal je pense c'est quand même d'un point de vue ludique, d'un point de vue fun et tout, d'avoir accès à un system board comme une moon board ou une kilter board, parce que du coup ces boards là elles ont aussi leur propre système de cotation, et du coup ça me permet de faire la transition avec les cotations sur les system boards. Alors moi personnellement j'ai fait pas mal de moonboard et de kilter board, donc j'ai mon avis perso du coup sur les cotations des blocs sur ces boards là respectives, etc. Et encore la kilter, j'en ai fait que entre 40 et 50 degrés, j'ai aucun avis sur les cotations entre 55 et 70 degrés, enfin voilà, il y a toutes ces nuances là aussi, mais en tout cas sur la moon 2016 à 40 degrés et sur la kilter entre 40 et 50, en fait on voit la différence. Et en termes d'intensité subjective, et ça c'est un autre point auquel j'accorde de l'importance, c'est l'intensité subjective d'un bloc. C'est-à-dire que même s'il y a écrit 8A sur l'application, si vous le randonnez et que ça vous a demandé aucun effort pour le faire, est-ce que vous avez vraiment progressé ou pas, ou est-ce que c'est un bloc vraiment très très soft, ou une douille ou quoi, ou est-ce que c'est un bloc qui satisfait 100% de vos points forts, et du coup vous êtes juste content d'avoir coché le bloc mais vous n'avez pas vraiment progressé. Ça aussi c'est une réflexion qu'il faut avoir. C'est que ok c'est cool de faire des séances de performance de temps en temps, où juste on coche un bloc avec une grosse cotation ou quoi, mais est-ce que cette cotation c'est un vrai 8A, est-ce que ça se transfère à l'extérieur, si votre objectif c'est de faire de l'extérieur, etc.
tout ça c'est un autre monde en fait tout simplement. Mais pour faire simple, mon avis sur ces system boards, surtout la Moonboard et la Kilter, je pense que en tout cas avec le système de benchmark sur la Moonboard, les cotations sont beaucoup plus sévères en fait. Souvent on dit que c'est sandbagged, c'est-à-dire que un 7B benchmark sur la Moon ça peut valoir un certain 8A soft sur la Kilter, et du coup en général la plupart des cotations sur la Kilter sont très soft jusqu'à un certain seuil. J'ai l'impression que jusqu'au 8A, c'est assez soft, et en tout cas dans les cotes entre 7B+, et 7C+, il y a des trucs vraiment où tu te dis, ok, ça pourrait être un 7A/+, dans certaines salles, ou même sur la Moonboard, ce serait un 6C+. Mais par contre, quand tu arrives dans le 8A/8A+, là en fait, j'ai l'impression que comme il y a beaucoup plus de grimpeurs de haut niveau qui grimpent dans ces cotations-là, et qu'il y a un peu cette histoire de guerre d'ego où ça veut décoter les blocs des autres, etc., les cotations se resserrent et deviennent de plus en plus fiables. Mais par contre, ce que j'aime bien sur ces system boards, que ce soit la Moonboard, la Kilter ou autre, c'est qu'en général, l'échelle de cotation interne à l'application de la board est assez fiable. C'est-à-dire que en général, tous les 7C+ Kilter sont plus durs que les 7C Kilter. Tous les 7B+ Moon sont plus durs que les 7A+ Moon. Et ça, du coup, c'est hyper intéressant en termes d'entraînement. Parce que du coup vous allez pouvoir avoir une sorte de référence et vous dire ok là ma séance de volume actuelle j'arrive à faire 10 blocs en 7A sur la Moon, et après je suis cramé, je peux plus rien faire. Si l'année prochaine vous pouvez faire 10 blocs en 7A+ sur la Moon dans la même séance de volume, dans le même time cap, si vous vous dites ok j'ai 2 heures pour faire 10 blocs les plus durs possibles et que ces 10 blocs ils passent de 7A à 7A+, je pense que vous avez vraiment progressé. Pareil sur la Kilter, si vous faites 20 blocs en 2 heures, est-ce que ces 20 blocs, vous pouvez additionner les V-points. Donc les V-points, c'est les V, par exemple 8A c'est V11, 7C c'est V9, etc. Vous additionnez tous vos V-points et vous dites, ok là j'ai fait une séance à 120 V-points en descendant pas en dessous de 7A par exemple. Et ok j'ai progressé parce que l'année dernière dès que je dépassais les 90 V-points j'avais du mal à progresser. Donc en fait on peut vraiment se servir des boards pour avoir un entraînement beaucoup plus précis et aussi du coup ne pas dépendre des ouvertures qu'il y a dans les salles, parce qu'en fait souvent les ouvertures qu'il y a dans les salles elles testent juste votre capacité à faire oui ou non un mouvement, mais souvent comme le gap est trop important entre les cotations, souvent c'est soit vous avez la capacité de faire le move et vous allez le faire assez rapidement en quelques runs, etc., ou alors vous allez juste ne jamais le faire. C'est rare en fait d'avoir un projet en salle et de vraiment comprendre les mouvements au fur et à mesure, avoir le temps de progresser physiquement pour tenir les prises, avoir la marge de puissance, etc. Et en fait souvent les blocs en salle commerciale en tout cas, c'est vraiment est-ce que tu as la capacité de le faire, oui ou non, et souvent c'est ça. C'est-à-dire que c'est vraiment très rare de s'acharner pendant 3 séances sur un bloc et qu'ils sortent à la 3e séance si vous n'êtes pas blessé entre temps, parce que vous n'avez peut-être pas la capacité de faire des moves aussi intenses dans un bloc aussi intense comparé à votre niveau actuel. Ça c'est un autre problème aussi. Donc en fait vraiment les cotations sur les system boards, que ce soit soft ou pas en fait, ou sandbagged ou quoi, au final on s'en fiche un peu. Il faut juste avoir un système de référence dans le sens où vous vous dites ok cette séance de volume à telle date j'ai fait 20 blocs en 7B et j'ai réussi à tous les sortir. Ok, est-ce que l'année prochaine vous arrivez à faire 20 blocs en 7B+? Pareil sur le bloc max, là ma cotation max c'est 7C+ sur cette board. Est-ce que l'année suivante j'arrive à faire un 8A? Même si c'est un 8A soft on s'en fiche, est-ce que j'arrive à passer à la cotation d'au-dessus? Et là du coup ça peut vous amener à réfléchir en fait sur les facteurs limitants. Ok, j'ai essayé de faire ce 7A là ou ce 7B là, j'ai pas réussi. Pourquoi je réussis pas? Est-ce que je tiens pas les prises? Est-ce que j'ai pas le blocage? Est-ce que j'ai pas le gainage? Est-ce que j'ai pas la rési d'enchaîner tous les moves? Est-ce que j'ai pas l'endurance de force ou quoi? Ou est-ce que je fais 3 moves et après je suis KO pour toute la séance? Est-ce que je sais pas, ça me fait mal à un doigt et du coup j'arrive pas à forcer, du coup c'est que vous êtes blessé. Enfin voilà, il y a vraiment plein de facteurs limitants et il faut savoir les analyser. Et du coup, ça me permet de faire la transition avec les cotations en extérieur. Du coup, là, je parle vraiment de blocs extérieurs, de voies en extérieur ou quoi. Et souvent, on va dire que c'est pas les mêmes facteurs limitants. On entend souvent dire, par exemple, pour la voie, en tout cas, que les voies en salle sont beaucoup plus physiques que les voies en extérieur. Et ça, je pense, ça dépend juste en fait du système d'ouverture qui fait qu'en salle, va pas y avoir de gros repos totaux, ou repos total, ça dépend si c'est au pluriel ou pas. Pour vraiment récupérer à 100% et que c'est plus des voies typées on va dire rési que des voies typées conti, mais voilà en fait souvent il y a une différence entre les facteurs limitants en salle et en extérieur et ça dépend aussi du style dans lequel vous grimpez. Par exemple si en extérieur vous grimpez sur des blocs très à doigt, tenue de prise, talons, compression, etc., en fait peut-être qu'en salle faire des coordinations ça n'a rien à voir et vous allez être super fort en coordination dans votre salle et quand vous allez aller serrer des prises de 6 mm sur le rocher avec des talons au niveau des oreilles, vous allez avoir aucune force parce que vous n'avez jamais travaillé ce pattern là de mouvement en particulier.
Donc je pense vraiment en fait que en fonction des modes de pratique, que ce soit de la voie en extérieur et même en fonction des profils, de la voie en extérieur en vertical, c'est pas les mêmes facteurs limitants que de la voie en gros dévers. Et pareil pour le bloc XT, le bloc en salle, le bloc de compète, enfin limite en fait c'est des disciplines complètement différentes et du coup c'est pas les mêmes facteurs limitants. Et en fait, ça me permet de faire la transition avec le comment passer à la cotation supérieure, que ce soit en salle, changer de couleur, que ce soit en extérieur, faire une cotation en plus. Si vous êtes un grimpeur de voie, passer du 8A au 8A+. Si vous êtes un grimpeur de bloc, passer du 7C au 8A. Comment en fait on fait concrètement pour faire ça ? Et en fait, le point numéro 1, c'est s'évaluer et évaluer les facteurs limitants qui vous empêchent de faire la chose supérieure. Et ça, pour le coup, faut briser une barrière mentale qui est hyper dure à briser, c'est d'aller explorer ce qu'il y a dans la cotation supérieure. Par exemple, si actuellement vous êtes un grimpeur de 7C en voie, est-ce que vous avez déjà mis les doigts dans un 8A ? Est-ce que vous avez déjà essayé de faire tous les moves ? Est-ce que vous avez déjà essayé de comprendre en fait ce qui vous manque pour réaliser ce 8A ou telle cotation ? Et pareil, si vous êtes un grimpeur de bloc, vous êtes bloqué dans le 7B+, 7C, qu'est-ce qui vous empêche de faire un 8A ? Est-ce que vous êtes déjà allé checker des projets en 8A et vous dites ok, j'ai essayé de faire les moves, j'ai pas assez de force en tenue de prise, j'arrive pas à bloquer dans telle position. En fait, je pense vraiment qu'il y a une barrière mentale à faire tomber où arriver à un certain niveau, vous avez le niveau d'aller dans la cotation d'au-dessus, au moins pour faire des mouvements. Et c'est pour ça, moi, dans mes coachings, que je mets souvent ce que j'appelle des séances de bloc max. Si vous voulez les détails, forcément, ça se passe en coaching. Mais où, en fait, l'objectif de cette séance-là, c'est pas forcément d'enchaîner les blocs les plus durs, c'est juste de faire des mouvements qui sont maximaux. Et en fait, ça vous permet de faire casser des barrières mentales, dans le sens où vous vous attachez plus à l'objectif de sortir le bloc à l'entraînement, mais vraiment à l'objectif de, ok, je sais qu'il me manque, par exemple, de la tenue de prise et du blocage. Je vais faire un bloc qui est entre guillemets trop dur pour moi en termes de possibilité de sortir le bloc, mais où il y a de la tenue de prise, mais où il y a du blocage, et où je vais forcer vraiment à fond dans ces mouvements-là. Et en fait, c'est là que vous avez la plus grosse progression, parce que vous avez réussi à vous évaluer, vous êtes en train de vous entraîner sur les facteurs que vous avez évalués, donc c'est le point numéro 2, s'entraîner. Et là, du coup, s'entraîner, ça dépend vraiment des facteurs que vous avez identifiés. Si vous avez identifié que votre problème, c'est, par exemple, la résie, faire des répétitions de blocs, de la résie sur poutre, faire plus de volume, ça peut être intéressant. Si vous avez identifié que votre problème, c'est la tenue de prise, mais que les micros, du coup, faire des suspensions sur les micros avec un protocole comme par exemple celui de Eva Lopez, le minimum edge training, ça peut être intéressant. Est-ce que vous manquez de griffer de pied, de force en talon, donc en fait il faut vraiment analyser ces facteurs limitants là si votre objectif c'est de faire que un seul bloc dans telle ou telle cotation. Ça aussi c'est un truc que j'ai pas précisé mais ça me paraît évident. Être un grimpeur de 8A au sens large, là je parle en bloc, et réussir à faire un seul 8A en particulier, ça n'a rien à voir parce qu'il y a une histoire de marge physique, de capacité de mouvement, capacité d'adaptation, et en fait ça se trouve vous réussissez à grimper un 8A en particulier parce que vous vous êtes acharné dedans, vous connaissez vraiment tous les moves, etc. Et ça se trouve vous n'allez pas bouger dans un 7A+, qui est juste à côté, parce qu'en fait c'est plus du tout les mêmes mouvements et vous vous êtes tellement acharné sur un seul projet en particulier que en fait vous avez progressé en termes de cotation max, mais vous n'avez pas progressé en termes de niveau de grimpe au global parce que en fait vous êtes tellement spécialisé dans un seul truc en particulier que tout le reste a régressé. Et ça, est-ce que c'est mauvais ou pas ? Ça dépend juste de votre objectif en fait. Si votre objectif c'est de faire la cotation la plus élevée possible, que ce soit en extérieur ou sur une board ou quoi, vous pouvez faire de la spécificité à fond en disant ok il faut que je sois capable de faire tel ou tel move, de bloquer dans telle ou telle position, de tenir une prise de tant de millimètres. Et en fait après si vous cherchez une progression plutôt globale, il faut vraiment varier tous les styles, c'est-à-dire grimper en salle, grimper en XT, grimper en falaise, et en fait de toute façon on le voit même avec les athlètes de haut niveau, peu importe ce à quoi ils touchent, ils sont forts dans tout, parce qu'ils ont cette capacité en fait d'adaptation et d'apprentissage qui est décuplée comparé à des athlètes comme nous, simples mortels on va dire. Et ça du coup c'est hyper important de varier les stimulus, et ça du coup en fait ça revient à cycler son entraînement, et c'est le troisième point que j'ai noté. Donc je répète les 3 points de comment passer la cotation supérieure. Point numéro 1, s'évaluer, donc vraiment en disant ok je vais dans la cotation d'au-dessus, je regarde ce qui me manque concrètement, ou alors aussi en faisant des tests physiques et en voyant ok j'arrive pas à tenir cette prise dans mon projet et actuellement mon score de force max sur 20 mm c'est 1,4 de ratio, ok peut-être que si je passe à 1,6 ça va me débloquer quelque chose. Ensuite point numéro 2, s'entraîner.
Ah, voilà, je veux passer à 1,6 de ratio sur les doigts, comment je fais concrètement. Et ensuite, performer. Et ça, c'est hyper important. Il faut faire des cycles de performance où vraiment votre seul objectif, ça va être de sortir le bloc, sortir la voix, vraiment d'être focalisé là-dessus. Mais il ne faut pas en fait que ce soit 100% de votre temps, parce que sinon, en fait, vous allez juste, je pense, stagner et vous blesser, en fait. Parce que si vous ne faites pas de renfo spécifique, que vous êtes tout le temps en mode performance, que ce soit en compétition, en falaise ou en bloc, vous allez en fait juste être en surentraînement global, à essayer de performer tout le temps. Et même au niveau mental, en fait, c'est super dur de se dire ok, là je viens de sortir un 8A+, je veux absolument sortir un 8B. Peut-être que vous auriez mieux fait de consolider votre base dans cette nouvelle cotation, aller grimper 2 ou 3 8A+, avant de passer au 8B, être plus en confiance dans la cotation. C'est ce qu'il disait par exemple Pierre Le Serre dans le podcast qu'on avait fait. Il préfère par exemple faire, j'ai plus les chiffres en tête, mais faire beaucoup de voix dans une certaine cotation, par exemple faire 10 fois 8B avant de passer au 8B+, plutôt que de faire un seul 8B et directement aller travailler un 8B+. Et ça, je pense que c'est un conseil où je le rejoins. C'est beaucoup mieux en fait d'avoir une base hyper solide dans une certaine cotation avant de passer à la supérieure, que ce soit pour du bloc, de la voix ou autre. Donc imaginons vous voulez faire votre premier 8A bloc, si je pense vous n'avez pas fait au moins une bonne dizaine de 7C, que ce soit des 7C board ou autre, et après est-ce que ça vaut vraiment un 7C ou pas, là on rentre dans le débat des cotations soft ou quoi, mais par exemple je prends un exemple très concret, si actuellement votre niveau max sur la Kilter board, qui est réputée pour être une board assez soft, c'est par exemple 7C à la séance, et que vous travaillez un bloc 8A/+ en extérieur, y a très peu de chances que votre bloc 8A/+ il sorte en extérieur, parce que votre niveau max à la séance c'est 7C bloc sur la Kilter. Et pareil, si on prend des cotations Moon, si vous êtes dans le 7B Moon, il y a très peu de chances que vous sortiez un 8A+ en extérieur. Alors que par contre, voilà, si vous flashez des 7C benchmark sur la Moon, il y a beaucoup plus de chances que votre projet en 8A il sorte et rapidement. Donc en fait on revient toujours à cette histoire de marge et à cette histoire de profil global où en fait il faut avoir vraiment une base très solide. Comment avoir une base très solide? Il faut se tester. Pour se tester, rien de plus simple, vous m'envoyez test sur Instagram, vous m'envoyez un message avec juste le mot test, je vous envoie la batterie de test. En fait ça vous permet de savoir un peu votre niveau de base dans les différentes qualités, la force max, l'endurance, la rési, etc. Et en fait d'avoir un avis objectif après avec moi sur si j'évalue votre profil, pour vous dire ok, je pense que tu manques de ça, essaye de progresser là-dessus et regarde si tu as progressé en grain de manière globale. Et ça c'est hyper intéressant de se tester en fait pour ça, tout simplement. Et aussi, dernier point sur comment passer à la cotation supérieure, fixez-vous un time cap, vraiment, donc vraiment vous bloquez une fenêtre de temps et vous vous dites ok, dans 4 mois je veux réussir à faire ça, dans 6 mois je veux réussir à faire ça. Vraiment, faut qu'il y ait une date butoir et que vous vous dites ok, à telle date il faut absolument que j'organise mon entraînement pour que vraiment dans 4 mois je sois meilleur. Et ça en fait ça, c'est hyper puissant parce que vous vous dites pas ok je veux faire un Vita dans ma vie si je suis en forme un jour, etc. Parce que en général si vous vous dites ça, vous allez vous entraîner à moitié, vous n'allez pas être assidu sur vos habitudes. En fait votre motivation intrinsèque n'est pas assez élevée pour vous driver en fait jusqu'à votre objectif et pour que vous trouviez le process intéressant. Alors que par contre, si vous vous dites ok, dans 4 mois je veux faire un 8A, en fait vous allez mettre en place des choses, que ce soit en termes d'entraînement, d'habitude, de récupération, de discipline, etc., qui vont vous faire progresser mais 3, 4, 5 fois plus vite que si vous vous étiez juste dit ok, en 2025 je veux faire un 8A. Non, dans 3 mois là je veux faire un 8A. Et qu'est-ce que vous mettez en place? Déjà faut aller checker un 8A, faut voir ce qui vous manque, etc. Et là vous reprenez la batterie, s'évaluer, s'entraîner, performer dans ce time cap tout simplement. Et c'est hyper important, selon moi, d'avoir un objectif, ça je l'ai déjà dit dans plein de podcasts, et du coup de respecter un peu cette logique de s'évaluer pour voir objectivement ce qui nous manque pour réussir cet objectif. Si vous avez du mal à vous évaluer, vous m'envoyez test sur Instagram, je vous envoie la batterie de test, vous me renvoyez vos résultats, j'analyse tout ça et je vous dis concrètement comment je peux vous aider à éventuellement vous accompagner à atteindre cet objectif. Et ensuite, performer. Il faut vraiment faire des cycles de performance, des semaines de deload où votre seul objectif, ça va être de faire le bloc le plus dur possible, faire la voie la plus dure possible, réussir à passer des paliers dans votre projet. Parce qu'un projet, c'est pas binaire non plus, c'est pas est-ce que je le sors, oui ou non. C'est est-ce que j'arrive à enchaîner les sections, est-ce que j'arrive à enchaîner tous les moves, est-ce que je suis à l'aise dans les positions, est-ce que je sens que je fais des progrès de séance en séance. Vraiment, il y a tout ce processus en fait par lequel il faut passer et où en fait, si vous vous exposez jamais à ce processus, que ce soit sur une board, parce que les boards sont beaucoup plus accessibles que l'extérieur, ça c'est un autre facteur limitant de l'extérieur, c'est l'accessibilité. Peut-être que vous n'avez pas 3 séances par semaine à faire en extérieur et que déjà si vous arrivez à faire une séance toutes les 2 semaines, c'est une victoire. Forcément, si vous faites qu'une séance toutes les 2 semaines en exté, vous n'allez pas avoir le même potentiel de progression que quelqu'un qui peut y aller 2-3 fois par semaine de manière
assidu, on va dire. Donc ça aussi, faut adapter son entraînement en fonction, savoir être en forme les jours où vous allez aller en exté, etc. Enfin, c'est vraiment de la science de l'entraînement pour le coup. Du coup, là, on est à peu près à une demi-heure de podcast. Franchement, ça résume plutôt bien mon avis général sur les cotations et comment s'en servir en fait pour progresser. Vraiment, si je devais faire un rapide résumé, servez-vous des cotations comme une échelle de difficulté, on va dire de 0 à 10, où vraiment votre niveau max c'est intensité 10 sur 10, max et fort, et toutes les cotations qui sont en dessous, par exemple votre cotation flash en salle ou autre, ça peut être par exemple intensité 6-7 sur 10, et en fait en fonction de ces intensités subjectives, vous allez pouvoir planifier vos séances, vous dire ok là ma séance de volume, je veux grimper que du 7-8 sur 10 en termes d'intensité, peu importe la cotation, et pareil pour le bloc max, être sur du 10 sur 10 à chaque move, vraiment vous vous dites ok là mon seul objectif c'est de faire 2 moves d'affilée les plus durs possibles, et je pense que c'est un peu un schéma de progression qui marche super bien, en tout cas avec toutes les personnes avec qui je l'applique en coaching, ça se passe super bien. Et d'ailleurs je tenais à vous remercier pour votre confiance, toutes celles et ceux qui ont rejoint mon accompagnement là en cette fin d'année 2024, donc tous les nouveaux on va dire du mois de décembre. J'ai trop hâte en fait de vous faire progresser en 2025, et je pense que vous avez pris la meilleure décision dans votre vie de grimpeur, on va dire, pour passer au niveau supérieur sur le long terme, parce que du coup c'est vraiment une méthode que je propose, et un suivi, c'est pas juste un programme PDF de 3 mois, c'est vraiment une logique d'entraînement, une logique de style de vie en fait que vous allez garder derrière, et où vous allez atteindre des sommets si vous passez par là, j'en suis convaincu. Donc si ça vous intéresse de commencer un accompagnement avec moi, il me reste potentiellement des places en fonction du moment auquel vous écoutez ce podcast. Vous avez juste à m'envoyer go sur Instagram, voilà, vous m'envoyez un message go sur Instagram, mon Instagram je le répète si jamais pour les nouveaux, c'est Léo Pazek, Leo espace P-A-S-E-K, Léo Pazek, coach escalade dans la bio, et vous m'envoyez juste go, et après ça va, je vais vous envoyer toutes les informations nécessaires. Voilà, ça conclut du coup ce flash numéro 14. Je passe maintenant à la partie réponse aux questions. J'ai la question de Cédric qui me demande si le BFR, donc le Blood Flow Restriction, c'est l'entraînement en hypoxie en gros musculaire local, c'est intéressant pour l'endurance de force au niveau des doigts. Alors pour l'endurance de force au niveau des doigts, personnellement mon avis, je dirais que déjà le BFR en général, c'est vraiment une méthode qui selon moi est surcotée, dans le sens où c'est très dur à mettre en place, il faut avoir le matériel, il faut le faire de manière régulière, et en fait pour 99,9% des grimpeurs c'est juste inaccessible, ou alors ça n'a aucun intérêt pratique on va dire. Après si vous êtes dans le cas des 0,01% pour qui ça peut avoir un intérêt, souvent c'est quand vous êtes en retour de blessure, mais pour de l'endurance de force, selon moi il y a beaucoup mieux à faire, et par exemple juste faire du 3-3, donc 3 secondes de suspension, 3 secondes de repos à 90% de votre max en suspension lestée, vous comptez votre poids de corps dans les 90%, à l'échec, ce sera beaucoup plus pertinent pour travailler votre endurance de force que de faire du BFR à une charge sous max. Parce que selon moi la force ça se travaille via l'influx nerveux, et si vous faites du BFR en fait vous augmentez le stress métabolique mais pas le stress mécanique, donc en termes de gain de force ou d'endurance de force je pense que c'est moins pertinent que de faire de la force de manière classique on va dire. Après par contre pour tout ce qui est endurance, force critique etc, ça peut avoir un intérêt je pense, mais pareil étant donné l'accessibilité de la méthode, je pense qu'en pratique c'est une très mauvaise méthode parce qu'elle est peu accessible et très mal utilisée même par les gens qui l'utilisent. Je pense que faut vraiment un protocole très précis, etc. Et il y a très peu de gens, je pense, qui savent comment faire du BFR et appliquer à la personne. Enfin voilà, ça reste un truc très 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 niche. Et je pense que juste se focaliser sur les bases, bien dormir, bien s'entraîner, bien s'évaluer, etc. Enfin, il n'y a pas besoin de faire du BFR pour arriver à des sommets, selon moi. Ensuite j'ai la question de Tom qui me demande si on grimpe moins de 8A, donc je pense qu'il parlait de 8A bloc, est-ce qu'on est vraiment un vrai grimpeur, et du coup je vais répondre à la question. Selon moi non. Si vous grimpez moins de 8A vous n'êtes pas un vrai grimpeur. Je me considère moi-même pas comme un vrai grimpeur parce que j'ai toujours pas grimpé de 8A. Bien sûr je rigole, peu importe votre niveau de pratique, pour moi être un vrai grimpeur entre guillemets c'est juste un état d'esprit, c'est est-ce que vous cherchez à progresser, est-ce que vous cherchez à vraiment vous amuser via l'escalade, enfin en fait peu importe votre objectif, tant que vous respectez en fait les valeurs de l'escalade, les codes de l'escalade, si vous grimpez en forêt, si vous respectez l'environnement, enfin voilà, vraiment il n'y a pas selon moi de cotation pour être un vrai grimpeur, même si vous faites que du 6A ou du 5B, peu importe en fait, il y a
tout le monde peut s'amuser dans n'importe quelle cotation, mais par contre après c'est vrai que la plupart des gens on trouve le fun dans l'escalade au fait de repousser ses limites et essayer de gravir l'échelle de cotation, mais moi je vais jamais dire à quelqu'un qui grimpe du CISA que c'est pas un vrai grimpeur parce qu'il grimpe du CISA, bien au contraire, souvent c'est même ces personnes là qui ont beaucoup plus de recul, une approche beaucoup plus détendue, légère et tout, et des fois ça fait du bien aussi de grimper avec des personnes qui sont moins focus, hardcore dans la performance et dans l'optimisation de tout le temps. Donc ça fait du bien de grimper avec des faux grimpeurs, comme dirait Tom. Mais bon voilà, la question était plutôt humoristique, j'avais compris en off, de toute façon Tom je le connais bien. Mais voilà, ça c'est un peu mon avis pour cette question. Et ensuite, question hyper intéressante de Bruno. Y a-t-il un âge à partir duquel on s'attend à perdre en niveau ? Alors cette question elle est hyper intéressante parce que on entend souvent des histoires comme tel ou tel grimpeur a fait son premier 9A à 40 ans, 45 ans, etc. Et en fait je pense qu'il n'y a pas vraiment de limite d'âge pour progresser. Après ça dépend la discipline. Je pense que plus la discipline est explosive et demande beaucoup de masse musculaire et d'influx nerveux, plus on va vieillir, plus ça va être compliqué. Donc par exemple faire du bloc à intensité max, plus on vieillit, plus ça va être compliqué. Par contre faire de la voie qui est beaucoup plus axée sur l'endurance et la capacité de résilience du corps, ça selon moi il n'y a pas vraiment de limite à la progression par rapport à l'âge, enfin bien sûr jusqu'à un certain âge où éventuellement peut-être vous allez avoir des problèmes de santé liés à l'âge, etc. Ou alors au fait que la testostérone diminue beaucoup, en tout cas chez les hommes passé 40 ans. Mais selon moi vraiment je pense que n'importe qui peut progresser au moins jusqu'à 50 ans et quelques si jamais vous avez un bon mode de vie, des bonnes habitudes et en fait souvent le facteur limitant qui fait que en fait on va moins bien performer avec l'âge, c'est juste un changement de paradigme et d'objectif. Souvent plus on vieillit, plus on a d'autres objectifs. Voilà, on va avoir des enfants, on va avoir un travail, on n'a pas forcément l'objectif de mettre 100% de son énergie dans l'escalade pour faire la cotation la plus dure. On va préférer, je sais pas, mettre la famille à l'abri en faisant un bon placement immobilier. Donc voilà, je pense que en fait, le fait que les gens diminuent en niveau avec l'âge est plus lié au fait que déjà il y a cette baisse un peu physiologique, mais il n'y a pas que ça qui l'explique. Je pense vraiment que ça vient beaucoup plus de l'environnement, on va dire, et du changement d'état d'esprit. Si c'est plus une priorité pour vous de progresser parce que vous avez une famille, parce que vous avez un travail, etc., en fait c'est normal que vous progressiez plus, voire même que vous régressiez si vous grimpez moins que ce que vous aviez l'habitude de faire, etc. Mais en tout cas, c'est pas une mauvaise chose en soi, parce que ça se trouve, vous avez juste changé d'objectif, etc. Donc en fait, je pense que c'est juste une histoire de choix individuel. Est-ce que tu veux tout mettre en place pour progresser ? Si oui, et que t'as pas trop de contraintes, en fait, tu peux progresser même à 40 ans, clairement. Et surtout, en fait, si t'acceptes de te remettre en question, là, je fais comme si je parlais à Bruno à la première personne, alors que je sais qu'il a pas 40 ans, mais du coup, en fait, il y a des personnes qui, parce qu'elles pensent avoir de l'expérience dans un certain domaine, vont pas accepter les conseils d'autres personnes parce qu'elles ont plus d'expérience qu'eux, et en fait souvent c'est une très mauvaise approche parce que on peut faire n'importe quoi pendant 40 ans et juste avec un petit conseil, un petit insight ou quoi, en fait on peut complètement changer de vision et débloquer une progression énorme. Et ça c'est un truc personnellement que je garde en tête en tant que coach. Je me dis pas ok ça fait 3 ans que je coach, je connais tout, j'ai plus rien à apprendre. Bien au contraire, je me renseigne toujours, je suis toujours ouvert à la discussion, je suis toujours ouvert à la critique aussi d'ailleurs, c'est hyper important quand elle est constructive et que ça permet de s'élever en fait tout simplement, si c'est pas juste une critique gratuite en mode ce que tu fais c'est nul et on passe au suivant. Mais voilà, pour répondre simplement à la question, je pense qu'il n'y a pas d'âge à partir duquel on peut s'attendre à diminuer en niveau, si ce n'est via la limite physiologique de la testostérone qui peut baisser un peu à partir de 40 ans. Mais ça va juste vous limiter en termes de prise de masse musculaire et d'influx nerveux max et de force max. Par contre, tu vois, si tu commences à faire des blocs un peu plus longs ou de la voie ou quoi, là pour moi, selon moi, il n'y a pas de réelle limite de progression, si ce n'est si tu as des problèmes de santé liés à l'âge et aussi souvent du fait que tu as d'autres priorités en fait quand tu vieillis, tout simplement. Et voilà, en fait ça conclut du coup ce flash numéro 14. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser une review de 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify. Vous m'envoyez en DM routine doha, mobilité, étirement pour que je vous envoie mes routines perso. Si vous hésitez à démarrer un accompagnement en coaching avec moi, vous m'envoyez go sur Instagram. Ça va vous envoyer toutes les informations pour que vous puissiez voir si ça vous correspond ou pas, tout simplement ce que je peux proposer en termes d'accompagnement. Si vous voulez vous évaluer de manière précise, vous m'envoyez test, pareil sur Instagram en DM. N'hésitez pas aussi à me faire un retour sur le podcast en DM. Si vous avez des questions, ça se passe aussi en DM sur Insta ou alors quand je mettrai une story sur le sujet du prochain flash ou quoi.
Ensuite, j'ai des codes promo de 10% sur NutriPure sur votre première commande et des liens vers mes compléments alimentaires préférés dans la description. Je vous laisse checker tout ça, il faut juste créer son compte avec mon code de parrainage au moment où vous créez votre compte et vous avez 10% de réduction sur votre première commande. Et j'ai aussi un code promo Rugny de 25%, donc matériel d'escalade, magnésie, vêtements, sac à pof, etc. Enfin, il y a vraiment de tout sur Rugny. La magnésie elle est vraiment incroyable, la McDust, perso depuis que je l'ai testé, je veux plus revenir à une autre magnésie. Et du coup, j'ai un code promo qui vous donne 25% de réduc sur toutes vos commandes sur Rugny. Voilà. C'était tout pour moi. N'hésitez pas du coup à me faire un retour et je vous dis à la prochaine pour le prochain flash ou peut-être la prochaine interview. Et il va peut-être y avoir du beau monde d'invités dans le podcast. J'en dis pas plus et ciao ciao.